Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hertz en Provence. Aujourd'hui, deuxième émission de Sciences Sport. Alors, à l'honneur, le rugby avec la Coupe du Monde. Ensuite, on va faire un petit tour autour du foot avec la Ligue 1, puis les autres championnats comme celui de l'Allemagne. Et un petit tour des multisports tels que la NBA, la Formule 1 ou encore le tennis. Donc, pour commencer, la Coupe du Monde avec donc notamment le sacre des Springboks, le troisième de leur histoire. Et avant de revenir sur cette finale, on peut déjà notamment parler de la montée en puissance du Japon qui depuis plusieurs années maintenant se rehausse en tête, enfin peut-être pas en tête, mais commence à concurrencer les plus grandes nations puisqu'il y a 4 ans elle a déjà battu l'Afrique du Sud, maintenant l'Irlande et l'Écosse et pour la première fois de son histoire arrive en quart de finale. Ensuite, peut-être que vous voulez dire aussi un mot sur la France éliminée en quart. Ouais, Vamina, le coup dur. Mais en plus, ce qui est plus frustrant sur ce quart, c'est que on peut considérer qu'on le perd pas forcément sur le carton rouge, puisqu'après on a réussi. Enfin, on le perd sur le carton rouge, mais c'est pas une action directement liée au carton rouge, puisqu'on le perd. On a réussi à tenir pendant 25 minutes et c'est sur une mêlée pas très bien gérée, un arrachage dont personne connaît vraiment la règle et apparemment même pas les arbitres, Si, ouais. puisqu'ils ont demandé s'il y avait en avant alors qu'il est pas censé, alors qu'on s'en fout pendant un arrachage. La règle, c'est la règle numéro 11 et en fait, en gros, sur un arrachage de ballon ou un ballon tapé, même s'il part en avant. Ouais, voilà, mais du coup, les arbitres ont demandé si la balle partait en avant. Oui, bah, c'est toujours le problème Est... avec les arbitres. Donc, c'est la preuve qu'ils connaissaient pas forcément très bien la règle et après, ouais, c'est très frustrant, mais bon, c'est plutôt de bon augure si on arrive à construire là-dessus pour 2023, puisque ce sera chez nous, la Coupe du Monde. Ouais, voilà. Après, la France, toujours assez irrégulière, qui réalise des phases de poule finalement pas exceptionnelles et qui revient fort contre le Pays de Galles, qui était quand même tenant du Destination et qui avait fait le Grand Chelem. Donc, le bilan reste positif, même si c'était décevant pour cette courte défaite. Un mot sinon sur la finale, quand même, élément phare de cette Coupe du Monde. On va pas se mentir, très sincèrement, je pense que comme beaucoup de téléspectateurs et même de chroniqueurs tels que Yashvili, je pensais très sincèrement que l'Angleterre allait s'imposer largement face à une Afrique du Sud qui avait été décevante au possible en demi-finale. C'était une purge ce match. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Rémi ? Une purge, les Gallois très décevants, au même titre que les Irlandais qui sont fait éliminer en quart. Très décevant Gallois, très décevant Sud-Africains qui ont juste gagné sur la puissance physique, un peu comme à chaque fois. Sur la puissance physique et puis sur des points au pied qui ont été à chaque fois. Et les fautes des Gallois, évidemment, aussi les Gallois qui relançaient à tout va jeu au pied et qui n'étaient pas forcément très précis. Bigard, vraiment horrible sur cette Coupe du Monde, comparé à Patchell. Les buteurs ont pas mal été mis en difficulté, notamment d'ailleurs pendant cette finale. Il n'y a pas eu une grande réussite au pied, que ce soit de la part de Farrell ou Pollard, il y a eu quelques ratés. Ouais, quelques ratés, mais qui finalement s'équilibrent, donc c'est pas eux qui font la différence. J'ai trouvé des Anglais très brouillons dans le dernier geste, comme s'ils avaient joué leur finale la semaine d'avant. Et on n'a pas retrouvé cette équipe britannique qui était surpuissante et qui réussissait toutes ses passes, notamment après contact, ce qui a fortement manqué. On en parlera, mais cette volonté de jouer au pied par-dessus les lignes à chaque fois qu'on avait le ballon, plutôt que d'essayer de créer du jeu à la main, selon moi, ça a été peut-être l'un des éléments perturbateurs de cette finale. Du coup, on est allé regarder. Et il se trouve que quasiment à chaque fois, dans toutes les Coupes du Monde, l'équipe qui bat la Nouvelle-Zélande ne va pas au bout. Donc on peut en fait penser qu'à chaque fois, c'est tellement dur de battre la Nouvelle-Zélande, c'est tellement, que ce soit physiquement ou mentalement, que l'équipe après, elle est épuisée et qu'elle sait plus ce qu'elle va faire ou qu'elle pense qu'elle a déjà gagné la Coupe du Monde. Et à chaque fois, sauf en 91, du coup, à chaque fois, l'équipe qui tape la Nouvelle-Zélande perd soit en demi, comme nous en 2016, soit en finale. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que l'Angleterre jouait quasiment le même jeu que la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire des ballons très rapides, très peu de joueurs dans les rucks, des passes qui sont libérées rapidement par le demi de mêlée, et puis à la suite, des passes après contact, c'était très fluide. Et à la suite, on les a pas du tout reconnus contre l'Afrique du Sud, c'était beaucoup de passes ratées, etc., beaucoup d'en avant, et finalement la pression défensive d'Afrique du Sud les a fait complètement flancher. Ils n'ont pas vraiment existé dans ce match. Vermeulen, il a fait exploser l'attaque anglaise.
Ouais. quasiment à lui tout seul. Vermeulen, joueur aussi Ouais. élu de la Coupe du Monde, bien Ouais, c'est pas mérité. pour rien. Ouais, et puis quelques joueurs sensationnels hein, qu'on a remarqués dans les rangs sud-africains. Enfin, je pense tout particulièrement à Cheslin Colby, qui a été blessé pendant cette Coupe du Monde, qui est revenu, qui allait marquer son petit essai en finale, et puis qui est un joueur atypique. Hein, il ne doit pas passer le mètre 70-75 face à des Ouais, colosses qui font tous 2 mètres dans son équipe. Et voilà, il a prolongé à Toulouse jusqu'en 2023, donc ça fait plaisir. Et puis on peut rajouter que l'Afrique du Sud justement a bien joué au rugby et a fait un beau match, c'était très intense mais a essayé d'envoyer du jeu alors qu'on pouvait craindre, moi personnellement ce que je craignais c'est que l'Afrique du Sud ferme le jeu comme à son habitude et arrive à battre les Anglais sur un tout petit score et heureusement ils ont gagné en envoyant du jeu, des essais donc c'était une finale qui même si elle a été, il n'y a pas eu beaucoup de points au début, était quand même assez agréable j'ai trouvé. Ouais. C'est vrai. Et c'est vrai qu'elle n'était pas tant fermée, elle s'est quand même déridée à la fin suite aux essais donc, de Mapimpi sur l'aile, très bel essai d'ailleurs, Ouais, un magnifique. coup de C'est pied vrai. à suivre et qui rend à son partenaire assez collectif. Et du coup, ce dernier essai de Colby avec des appuis de feu et qui Puis- laissent finalement les Anglais dans le Puis vent. il casse les reins à Farrell, ce qui est toujours appréciable. C'est ça. Après, pareil, beaucoup de casses. On a vu pas mal de joueurs sud-africains au sol, etc. avec des épaules un peu déboîtées. On s'est demandé s'ils finiraient le match. Il y a eu aussi un KO au tout début du match de Kyle Sinclair. Donc bon, c'était un peu éprouvant, on l'a vu pour... Il fait Oui, mal à quoi. mon avis aux Anglais ce KO. Parce que tu peux pas changer ta troisième ligne du coup. Ouais. Enfin, c'est, Mm. on a vu C'est c'est vrai. compliqué quand même. C'était un pilier. Ouais. À mon Mais avis ça du- fait mal. Mais du coup, ouais, voilà. Donc un peu éprouvant, mais au final, une belle Afrique du Sud qui a su montrer qu'elle était au-dessus de ce match. Ouais, elle a bien su gérer sa Coupe du Monde. Voilà, c'est le retour de la nation arc-en-ciel. Puis il faudrait regarder aussi combien de pays ont perdu en poule et ont quand même gagné la Coupe du Monde. À mon avis, il doit pas y en avoir Oui, Oui, il parce doit pas y en avoir que beaucoup, hein. c'est ça qu'on peut noter aussi, c'est qu'ils avaient perdu contre les Blacks dans les poules et finalement, ça Eh leur oui. a pas... Et oui. ça leur a quand même réussi. Puis rajouter aussi, vraiment inciter à quel point le Japon a vraiment été magnifique sur cette Coupe du Monde. C'est vraiment l'équipe qui a proposé le meilleur jeu, je pense. Très Ouais. loin, c'était vraiment incroyable à voir jouer. Bon voilà pour ce tour de Coupe du Monde. Bon toujours 8 nations quand même dominantes et des nations un peu plus petites où il n'y a pas forcément de jeu. Mais ce qui est sympa aussi pour le championnat de France qui va reprendre, c'est que beaucoup de clubs français vont récupérer pas mal de joueurs, notamment Toulouse qui était un peu en deçà jusqu'ici va récupérer quasiment tout son effectif. Donc voilà, ça augure encore un bon championnat. Maintenant on va peut-être passer au foot et à la Ligue 1. Du coup, la Ligue 1, ce qu'il y a à retenir du week-end, déjà, premièrement, c'est la défaite du PSG contre Dijon. Donc, ça s'interroge sur la capacité des Parisiens à comment dire, poursuivre leur domination nationale habituelle, c'est-à-dire faire le quadruplé. Est-ce que cette année ils pourront le faire? Au final, on ne sait pas, vu qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas énormément motivés pour certains petits matchs contre Reims, notamment, ils avaient perdu à domicile. Là, à Dijon, ils se font battre par le dernier de Ligue 1 au moment du match. Donc, ils seront champions, il n'y a aucun doute là-dessus, mais est-ce qu'ils pourront refaire comme sous Laurent Blanc, comme sous Emery, un quadruplé? On peut avoir des doutes, on a l'impression que mentalement, c'est des matchs qui ne sont pas très intéressants Ouais. pour eux. Après, l'effectif est très profond par rapport aux Après, autres cette années. année, oui, l'effectif Très profond. est plus large. Mais il y a effectivement. beaucoup de monde à l'infirmerie aussi. Hein. Aussi, ça, c'est vraiment un problème récurrent au PSG. Bon, on l'avait vu déjà contre Manchester United la saison dernière où ils avaient été obligés de faire tourner du fait des blessures. Mais oui, il y a vraiment un problème de staff médical au PSG depuis Ouais. plusieurs années, Ou de préparation physique. de préparation physique, mais il y a un vrai problème. Voilà. C'est sûr. Sinon, Marseille, du coup, qui s'est relancé après un classico très compliqué. Je sais pas si vous voulez revenir dessus un petit peu. Certains oui, d'autres non. Ouais, moi Voilà, je un vous petit avoue peu. que je suis pas très chaud. Pas obligé, hein. J'ai encore l'alarme chaude, disons. Bon, moi, je voulais en dire deux, trois mots, notamment sur Villas-Boas. Pour moi, c'est le principal responsable de la catastrophe qui a été ce match pour l'OM, parce que déjà, au niveau de l'avant-match avec sa communication, il a rendu les armes. Vraiment, il a capitulé, il a dit que c'était pas un match important, que ça ne comptait pas. Alors certes, il n'y a pas de comparaison possible sportivement entre le PSG et l'OM aujourd'hui, mais tu peux pas dire ça vis-à-vis de tes supporters, vis-à-vis de ton histoire, puisque Tuchel, lui au moins, a respecté l'affiche. Après, il est dans la position du favori, donc c'est plus facile. Mais même au niveau tactique, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Enfin, ils ont joué en bloc médian. En fait, le problème, c'est l'OM du coup était trop haut pour bien gérer la profondeur, et sur tous les buts, en fait, 3 des 4 buts, ça fait mal.
Et en même temps, ils étaient trop bas pour bien presser, bien contrer les premières relances parisiennes, notamment sur le quatrième but. Ça, c'est incroyable ce que fait le PSG en termes de sortie de balle. C'était vraiment propre. Mais... Parce que le pressing était pas mal sur le quatrième but en plus. Le pressing pour une fois était très haut, mais ils ont très mal géré, mais ouais, exceptionnel. Franchement, la sortie de balle des Parisiens pour une action. Et pour revenir un petit peu sur le match de Lille, finalement, la satisfaction, c'est d'avoir retrouvé un Camara, on va dire, convenable et plutôt bon en défense. Alors qu'il avait... Ah oui, c'est vrai qu'il était 6. Donc finalement, on peut vraiment se poser la question parce que face à Paris, en défense centrale, ça avait été terrible. Notamment sur le premier but où Icardi lui a dit laisse et qu'il a laissé. Du coup, c'était assez incroyable. Mais du coup, il se pose clairement en alternative à Strootman au poste de sentinelle. À voir contre Lyon si il sera reconduit à ce poste-là. À voir. Du coup, événement du week-end, la déroute du Bayern Munich à Francfort, donc qui a provoqué l'éviction de Niko Kovac. Ouais. Donc moi j'ai regardé le match, il n'y a rien à sauver hormis Lewandowski qui continue son début de saison qui est stratosphérique. Enfin vraiment c'était lamentable, Boateng est complètement cramé. Bon, ils sont obligés de le mettre parce que Lucas Hernandez est blessé, Zoulé aussi est blessé. Donc il y a Boateng qui joue, bon, il est complètement à la rue, donc carton rouge au bout d'une minute, penalty, 3-1 à la mi-temps pour Francfort. C'était vraiment un carnage quoi. Et donc logiquement Kovac se fait virer parce que le début de saison est très mauvais. Ça fait 18 points en 10 matchs quand même pour le Bayern, donc c'est en dessous d'une moyenne de 2 points par match, donc c'est très négatif. À 4 points du leader, Mönchengladbach. Donc logiquement... Qui est le rival historique du Bayern de Munich, soit dit en passant. Donc on attend peut-être un sursaut d'orgueil de la part des Munichois. Tandis que les concurrents principaux à la victoire au titre, que ce soit... Après c'est très serré, Leipzig a 19 points, Dortmund 19 points. Et il y a le Klassiker, donc l'affiche entre Bayern et Dortmund samedi prochain. Donc ça va être un match choc, il y aura encore plus d'enjeux puisqu'il y a une grosse rivalité là, entre les équipes de Bundesliga cette année. C'est pas dit que le Bayern puisse être champion aussi facilement que les précédentes années. Déjà que l'année dernière ça avait été compliqué. L'année dernière déjà c'était compliqué. Le Borussia qui a dominé tout le début de saison et puis le Bayern qui s'est repris. Donc est-ce que ça va être la même saison ou est-ce que le Borussia va enfin réussir à ravir la couronne et le championnat au Bayern pour avoir un peu de turnover dans cette Bundesliga dominée outrageusement par le Bayern depuis maintenant des années. Après ils ont fait une très belle performance, ils ont battu Wolfsburg 3-0. Wolfsburg c'est toujours la meilleure défense de Bundesliga, ils ont encaissé que 8 buts en 10 matchs. Et c'était une équipe vraiment qui défend très bien, donc qui ne propose pas beaucoup de jeux mais qui défend très bien, donc leur mettre 3 buts c'était quand même une belle performance. Ouais. Pour Kovac du coup il paie aussi son arrogance en conférence de presse et puis il avait de très mauvais rapports avec les dirigeants. Avec les dirigeants et les joueurs aussi. Voilà. Et les joueurs, c'est vrai que la déclaration de Neuer a fait du bruit. Ouais. Donc logiquement dehors. Bon, après pour continuer sur les entraîneurs, sur la sellette, on va parler de Valverde avec Barcelone. Parce que le Barça qui a encore perdu 3 buts à 1 à Levante, qui ne soit pas un cadre non plus de la Liga espagnole. Valverde, outre le début de saison catastrophique du Barça qui malgré tout est premier mais à égalité de points avec le Real et la Real Sociedad. Donc qui plus mauvais début de saison depuis 2005 je crois, ou depuis la saison 2004-2005 ou 2005-2006. 2005-2006 je crois. 2005-2006, c'est ça. Puis catastrophique, un plan de jeu catastrophique, des joueurs pas utilisés à leur poste, on pense notamment à De Jong qui est placé milieu latéral et non pas 6 comme il pouvait l'être, ou 8 comme il pouvait l'être à l'Ajax. Griezmann aussi qui est très mal utilisé. Qui jouait lié, bon. Ça c'est pas forcément que la faute de Valverde par contre. Pour moi il devrait clairement l'installer au poste de 9 à la place de Suarez qui certes peut toujours avoir des coups d'éclat parce que c'est un grand joueur, c'est un joueur extraordinaire il y a quelques années. Mais bon, très clairement aujourd'hui il est cramé. Alors il peut toujours sortir des bonnes performances ponctuellement, mais il faudrait installer Griezmann au poste de numéro 9. Mais tu as Inrique à gauche du coup dans ces cas-là? C'est peut-être le temps de relancer Ousmane, notre Ousmane national. Peut-être, mais je sais pas si Ousmane il est capable de jouer après, oui, la plupart des matchs d'une saison. Ça pose un problème pour le poste d'ailier gauche, c'est vrai. Mais simplement on se pose la question de pourquoi avoir recruté Griezmann, tout simplement, en termes de complémentarité. Pour moi, ça saute pas aux yeux pour moi. Pour moi c'était là pour l'associer avec Messi, enfin je pensais que ce serait comme ça. Mais si au final effectivement tu continues à faire jouer Suarez et que tu mets Griezmann sur un côté, oui là il y a un problème de profil, c'est vrai. Griezmann c'est pas un vrai neuf du coup.
Et Messi, on voit bien que avec Pour les moi, années, en pointe pure, c'est pas forcément ce qui. Évidemment qu'il est exceptionnel et qu'il y arrive, mais c'est pas là où. Il aime bien avoir un 9 très présent et Griezmann c'est plus un 9,5. Griezmann, ouais, ça m'a fait demi complètement. Oui, c'est vrai, mais moi, Donc, honnêtement, je sais si on les aligne tous les deux sans Suarez, moi, j'ai pas de doute sur leur complémentarité. Après, Donc, les je pense que grands ça peut joueurs, fonctionner. Oui, les grands joueurs, normalement, ils sont capables. Oui, voilà, je pense qu'un Messi Griezmann, c'est quand même capable de te Ouais. planter 60 à 70 buts dans la saison, Ouais, même il y s'il aura n'y a aucun pas de problème neuf. avec Quoi. ça. Mais est-ce que Messi en a envie de jouer avec Griezmann? Bah, s'il est obligé de le faire, il le fera, je pense. Ah oui, C'est aussi le le fait grand que Suarez soit toujours titulaire, c'est parce que c'est le grand ami de Messi, donc forcément il le protège. Et Et ouais. voilà, ça, Messi, mine de rien, ça joue. il dit pas grand ça chose, joue un mais bon rôle, ouais. il faut faire gaffe parce que apparemment il y a une action qui est de ce week-end ou le match d'avant où Messi plusieurs fois il ignore Griezmann alors que c'était clairement le choix à faire et où l'action ne devait rien donner. Donc c'est peut-être symptomatique Ouais, d'un non, mal un il y a peu un plus grand. malaise au sein d'après. du vestiaire barcelonais, enfin, je pense, entre Griezmann et Messi. Déjà, les déclarations durant l'été de Messi sur Griezmann. Et Messi qui a quand même l'apanage du vestiaire barcelonais. Ça, Ouais. il y a moyen qu'il y Compliqué. ait quand même un certain malaise au sein de cet effectif. Après, le problème principal restant sur Valverde, voilà, qui Oui, est évidemment. un coach qui est pas du tout dans l'ADN Barça. Enfin, il y a qu'à voir ses changements en cours de jeu quand son équipe mène. Bon, voilà, il est pas du tout dans le style de jeu du FC Barcelone. Donc bon, normalement, en plus il a humilié le club 2 fois en Ligue des Champions avec les 2 remontadas, donc normalement il devrait pas passer la saison. Non, Je pense que c'est je terminé. pense qu'ils Au vont s'en pire- séparer. Oui, au pire, au mois de mai 2020, c'est fini Valverde. Au Barça, et tant mieux. Tant mieux. Autre chose sur le foot? Du coup, Petite prédiction pour la Ligue des Champions, peut-être pour la Ligue des Champions, du coup, on a le Lyon qui va jouer contre Benfica. contre le Benfica. Moi, je les vois gagner quand même parce qu'ils ont relancé, ils se sont un petit peu relancés du coup contre Metz puis contre Toulouse ce week-end. Benfica, il n'y a plus que le nom dans ce club. Ça reste un grand club, mais l'équipe quand même très moyenne. Ça fait pas mal de temps qu'ils n'ont pas eu de bons résultats, surtout en Ligue des Champions. Ça fait un moment, 3-4 ans, je crois qu'ils sont plus sortis des poules. Oui, enfin, ça fait 15 jours qu'ils ont battu Lyon quand même. Oui, mais bon, après c'est un match où après Lyon était dans une spirale très négative. Oui, Ils c'est vrai, mais profitent pour autant. de la mauvaise relance de Lopez. Le deuxième but Ouais. est offert, c'est C'est vrai. complètement C'est cadeau. un suicide quand même. Donc en plus ce sera à Lyon. Moi je vois quand même Lyon gagner. Ce sera serré, ce sera compliqué, mais je vois quand même Lyon gagner. Après, parier sur Lyon, moi je considère que c'est toujours une mauvaise idée. Oui, voilà, Tellement c'est le ça. club est irrégulier. Oui, C'est pour vrai être que c'est un régulier, choix, mais bon. On se rappelle pas du Lyon de Pep Genesio quand même, hein, capable de taper City et de. Donc bon. Bref, Parier sur ne Lyon. mettez pas vos pièces sur Lyon. Hein. Ouais. Bon, Donc, après je vois quand même Lyon gagner parce que Bah, on Benfica, espère. voilà, comme je l'ai dit, il y a vraiment plus que le nom quoi, dans cette Puis équipe. en plus, on espère vis-à-vis de l'indice UEFA, club Oui, français. qui est voilà, parce Oui, que c'est bon, ça, si on on peut espère revenir aussi. un peu là-dessus, les résultats des clubs français, hormis le PSG, Ouais. en Coupe d'Europe, si on prend la Ligue des Champions, l'Europa League, c'est lamentable comme chaque année. Saint-Etienne qui n'arrive pas à battre Alexandria, donc le oui, 7ème du championnat ukrainien. Ah oui, quand même. Voilà, donc Rennes aussi nul, hein, donc qui a perdu contre Cluj, champion de Roumanie à domicile. Lyon donc qui a perdu à Benfica, Lille qui fait de bonnes performances globalement mais qui paie sa naïveté et son manque d'expérience. Oui, surtout Oui. son manque d'expérience. Hein, parce Oui, que parce quand on qu'en voit le termes, groupe voilà. dans lequel ils sont, c'est pas illogique qu'ils finissent Oui, dernier. bien Lille, sûr, c'est bien pas sûr, très grave hein. pour le coup. Enfin, Après c'est ils compréhensible. peuvent aller gratter une 3ème place. Je veux dire, Marcellino, le coach de Valence, s'est fait virer il y a quelques semaines, c'est la crise là-bas, ils sont au milieu de tableau. Il y a moyen d'aller chercher je pense une Ouais, 3ème c'est place. très Faut bien, c'est très à tout prix aller gagner en Espagne, ce sera mardi soir je crois. Oui c'est ça mardi. Mardi soir, c'est Ouais. ça. Donc Mardi faudra soir. aller gagner là-bas. Après, ouais, non, si je devais parier, je ne mettrais pas Lille gagner en Espagne. Je ne vois pas le faire, même si ce serait bien pour le CFF. Hein. Et bon, après, du coup, le PSG qui va jouer Bruges, donc il devrait normalement valider sa qualification en 8ème de finale. Normalement. Ouais, très large. En tout cas, on leur souhaite. On leur souhaite. Bon, merci pour tous ces petits pronostics. On passe maintenant au multisport. Il me semble que Rémi, tu voulais nous dire un mot sur la NBA et notamment les Golden State, à défaut d'être les Golden State Sex qui vont jouer ce soir leur premier match. Tout à fait, tout à fait. Produit. Du coup, ouais, venez nombreux au CSU, même si ce sera pas diffusé à temps, c'est pas grave. Ah, il a que la pègue. Ouais. Du coup, Golden State qui était l'équipe NBA des 5 dernières saisons avec une domination outrageuse, 5 finales d'affilée, 3 titres et un qui aurait en plus qui aurait pu avoir lieu notamment contre Cleveland. Mais depuis cet été, c'est un peu la catastrophe parce qu'il faut bien savoir que sur les 6 derniers matchs officiels de Golden State, donc 6, il y a eu le tendon d'Achille de Kevin Durant qui a pété, les ligaments croisés de Klay Thompson qui ont pété,
Et Stephen Curry, sur le 4e match de saison régulière, il se prend un pivot sur la main et la main qui casse. C'est-à-dire que c'est les 3 meilleurs joueurs de l'équipe qui sont blessés en match. Bon, Kevin Durant est parti, donc ça a moins d'importance. Mais donc on peut considérer que cette saison de Golden State, elle est déjà morte. Ils feront sans doute pas les playoffs, ils joueront sans doute les tours de draft. Mais du coup, attention à ne pas les enterrer parce qu'on sait très bien que c'est pas parce que cette saison est foutue que l'année prochaine, ils seront pas de nouveau au top, puisqu'on aura des joueurs qui seront reposés, qui auront peut-être fait les JO, donc qui seront remontés à bloc, qui auront récupéré des tours de draft. Donc ce sera intéressant à suivre. Ensuite, on peut rajouter que dans la conférence Est, ça se passe comme on s'y attendait. La plupart des équipes sont à leur niveau, à part les Brooklyn Nets qui sont un petit peu décevants en termes de résultats en ce début de saison, et Chicago qui propose pas grand-chose, parce que le coach est vraiment très mauvais. Et à l'Ouest, les bonnes surprises pour l'instant que sont Phoenix qui était quand même sans doute la pire franchise NBA depuis 5 ans, et qui est aujourd'hui la seule équipe à être dans les 10 meilleures attaques et les 10 meilleures défenses, donc il y a un changement énorme. Et après, les Wolves, ça se passe bien aussi. Donc c'est assez intéressant, mais sinon la plupart des équipes sont au niveau. Les Lakers, comme on pouvait s'y attendre, on semble avoir trouvé un rythme de croisière très intéressant, les Clippers aussi. Donc ça va être très ouvert, c'est très difficile d'avoir un favori pour le titre. Simplement, on peut penser qu'à l'Est, les 2 favoris, c'est Philadelphie et Milwaukee, et ils confirment en ce moment. Donc voilà, un début de saison assez sympathique, sauf pour les fans de Golden State, on va dire. Merci pour la NBA. Il me semble aussi, Louis, que tu venais de nous dire 2 mots sur le tennis. Oui, sur l'actualité tennistique qui est riche en cette fin de saison. Hein. Vous savez, le Master 1000 de Paris-Bercy vient de s'écouler, et donc il ne reste plus qu'un seul tournoi dans la saison, le Masters de Londres, qui va réunir les 8 meilleurs joueurs de la saison. Voilà, un petit mot peut-être sur le Master 1000 de Paris-Bercy, avec la victoire de Djokovic sur Shapovalov en finale. Une finale qui est largement maîtrisée par le Joker, alors que j'aurais aimé voir un Shapovalov un peu plus convaincant, surtout que c'était lui qui avait anéanti tout espoir d'avoir un Français au Master de Londres. Une défaite sèche pour Gaël Monfils, qui s'était fait littéralement balayer en 2-7. Le petit lot de consolation, ce sera peut-être le fait qu'il finira dans les 10 premiers. Et un numéro 1 mondial qui a changé depuis ce matin, puisque Rafael Nadal revient aux commandes. Il devient le 2e joueur le plus vieux à être numéro 1 mondial après Roger Federer, comme quoi finalement la rivalité durera jusqu'à la maison de retraite entre ces deux-là. Et est-ce qu'on a une chance de les voir au Masters, justement, Federer et Nadal? Eh bien, Federer, oui, il s'est engagé à y être, même s'il a voulu prendre du repos et qu'il a fait l'impasse sur Paris-Bercy. Il a aussi annoncé qu'il ne rentrerait pas aussitôt et qu'il allait rater la TP Cup début janvier. Néanmoins, il devrait être parmi les favoris au Masters de Londres. En revanche, pour Rafael Nadal, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Il a dû abandonner en demi-finale justement face aux jeunes Canadiens. Et ça risque de devenir compliqué pour Rafael Nadal, d'autant plus que les blessures commencent à s'accumuler un peu partout dans le corps. Le genou, la main, le poignet, le coude. Un Espagnol tout à fait cassé, mais comme c'est un robot, il est capable de remonter sur le court à chaque fois. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on dit ça, donc on ne fait pas plus que ça. Mais c'est dommage pour Nadal, sachant que c'est le seul gros titre qu'il a jamais gagné. C'est vrai. Il a tout gagné, les il a JO, tout gagné, Coupe Davis, tous les Master 1000. Tous les Master 1000, mais jamais tous les grands chelems, mais jamais le Masters de Londres. Donc c'est vrai que c'est le grand titre qui lui manque, sachant il lui manque un Master 1000. Oui, Paris-Bercy justement. En fait, c'est vraiment l'indoor qui ne lui réussit pas à Rafael Nadal. C'est vraiment. Et du coup, est-ce qu'il peut quand même finir en tête à l'issue de la saison, ou oui, normalement oui. En fait, tout va dépendre des résultats de Novak Djokovic, qui est le seul à pouvoir récur le trône. S'il gagne le Master, il sera devant. Exactement. C'est qui du coup les 8 joueurs qui sont Master Alors il va y avoir toujours plus ou moins les mêmes têtes, avec Novak Djokovic, Roger Federer. Il va aussi y avoir Nadal si Nadal y va. Peut-être que ça pourrait libérer une place pour mon fils, mais à voir. Berrettini, le jeune Italien, qui fait son entrée parmi les meilleurs. On pense à Alexander Zverev, le jeune Allemand qui est né en 1997. Ça ne rajeunit pas, c'est la même année que nous. Comme quoi finalement on pourrait être ailleurs. On pense au jeune Allemand, Dominic Thiem, qui fera son retour parmi les favoris, d'autant plus que là... en indoor, en général, ça lui réussit avec son jeu de gros bourrin.
et quelques autres. C'est vrai que j'ai pas la liste en tête, j'arrive pas à m'en souvenir. Mais du ouais, coup, mon fils qui sera peut-être le 9 et le 10 qui ont peut-être une chance d'y aller vu que Nadal. oui, c'est ça. En général, ils prennent quand même 2 remplaçants, donc mon fils fera sans doute partie des remplaçants. Ok, d'accord. Voilà. Et un petit mot peut-être sur la Fed Cup, puisque nos dames, nos françaises sont en finale de l'équivalent de la Coupe du Monde de tennis. Donc de la Fed Cup, ça va être en Australie la semaine prochaine, donc on pense à elle et on espère qu'elle mettra une raclée aux Australiennes, même si ça va être difficile de battre Barty quand même. La Fédération française de la loose veille au grain. Même si la Fédération française de la loose scrute les moindres faits et gestes de Kristina Mladenovic, qui a quand même gagné. Oui, elle a gagné en double au Absolument. Master 1000 de Paris-Bercy. Donc on pense à toi Kiki et on espère que ça va y aller quoi. Et sinon un petit mot rapide sur la F1 où Hamilton continue sa domination outrageuse. 6ème titre de champion du monde, Mercedes intouchable. Pas grand chose à dire de plus mais important de le souligner. Oui. Un titre mondial de Schumacher. Sachant que c'est la dernière saison où on aura sans doute l'occasion de voir Lewis Hamilton sur les circuits de Formule 1 puisqu'il a annoncé qu'à partir de la saison prochaine il irait voir ce qu'il se passe en Formule E, donc on lui souhaite de réussir là-bas, on lui souhaite le succès. Et du coup, vous verrez quel pilote capable de lui succéder pour l'année prochaine Alors là, Bien, avec les nouvelles règles, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, tout simplement parce qu'ils vont réduire les budgets de chaque écurie. J'aimerais bien voir un Charles Leclerc confirmer sa belle année pour sa montée dans les équipes d'élite. Voilà, même si Ferrari, ça reste compliqué en ce moment, donc tout va dépendre du recrutement de Mercedes, je pense. Tout va dépendre du recrutement de Mercedes. Qui vont prendre, sachant que, si je dis pas de bêtises, c'est Toto Wolff qui gère le patron de Mercedes gère aussi les droits de Leclerc. Tout à fait. Donc ça semble fou. Ouais, mais après c'était son rêve, Leclerc de jouer, de concourir pour Ferrari, donc ça m'étonnerait qu'il les lâche de suite. Oui, puis il doit être sous contrat de toute façon. Puis oui, voilà, c'est ça. Mais c'est assez étonnant quand on y pense. Enfin, ça doit être un des seuls sports où c'est possible. Ah oui, la Formule 1 qui est quand même le sport qui génère le plus d'argent dans le monde, donc c'est vrai que c'est quand même assez conséquent. On n'arrive pas dans l'élite n'importe comment quoi. Et sinon, tu voulais finir sur un petit mot. Oui, un petit mot du pays d'Aix, notre équipe de water-polo qui a quand même gagné le derby face au Cercle des Nageurs marseillais. Voilà, c'est une belle performance qui pour le club aixois qui est actuellement en tête de la première division de water-polo, donc on pense à eux et on leur souhaite d'aller au bout. Ouais. Ils jouent pas la Coupe d'Europe Non, ils jouent pas encore la Coupe d'Europe, non. Mais c'est vrai que déjà c'est exceptionnel parce que ça fait plus de même 30 à 40 ans que le Cercle des Nageurs rafle quasiment toutes les mises avec Montpellier et Nice en termes de water-polo. Donc c'est comme si un petit club, un petit club de Ligue 1 arrivait à battre le PSG et était en tête du championnat. C'est comme si Angers demain battait le PSG et prenait la tête du championnat. Donc c'est quand même assez fou ce qui est en train de se passer. Ils sont deuxième du championnat. C'est le retour à la piscine Yves Blanc, ça doit leur faire du bien depuis qu'ils ont refait la piscine, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, donc voilà, je vous remercie de nous avoir suivis sur cette deuxième émission de Sciences Sport sur la chaîne Hertz en Provence. On se retrouve bientôt pour un troisième épisode en espérant que le pays d'Aix en water polo soit toujours au top dans la piscine.